Alors, bonjour Gabriel, moi ça me fait vraiment super plaisir de te recevoir aujourd'hui parce qu'on va parler d'un de mes sujets préférés qui est le CRM. Et donc, Bonjour pour Frédéric, comment vas-tu? bah, très bien, tu sais, on a plein d'événements, plein de choses intéressantes. Et d'ailleurs, on s'est rencontrés sur le salon Solutions où tu avais un stand HubSpot parce que tu es un des partenaires leaders HubSpot en France, partenaire reconnu. Et donc, justement, est-ce que tu peux nous présenter ton entreprise? Oui, bien sûr. 1 minute 30 est une entreprise que j'ai créée il y a 12 ans et j'ai été la première entreprise à faire de l'inbound marketing en France. Depuis, le temps a passé, l'inbound marketing est devenu très populaire et de fait aussi au passage un peu moins performant parce que beaucoup de gens le faisant, il y a de plus en plus de concurrence sur les mots-clés en référencement naturel, de saturation des réseaux sociaux, etc. Ce qui m'a amené il y a un peu plus de 2 ans à devenir partenaire HubSpot et à m'associer avec Rémi Poulet et son équipe qui avait une forte expérience des aspects techniques d'intégration d'HubSpot. Et donc aujourd'hui, on a repositionné l'agence vraiment sur les déploiements d'HubSpot et la meilleure utilisation du CRM. Et ce qui nous permet d'exploiter toute notre expérience en marketing, ainsi que les méthodes qu'on a pu développer autour de l'acquisition client, de l'expérience client, des processus de vente, où cet accompagnement métier vient enrichir l'expérience technique d'intégration que Rémi et ses équipes ont. Ouais, c'est vrai que le CRM, c'est pas juste un outil, c'est véritablement l'adapter aux besoins, des clients. Alors justement, le CRM a parfois mauvaise presse, surtout auprès des commerciaux, moins du marketing. Mais pourquoi en fait certains projets CRM sont des échecs et pourquoi les commerciaux ne l'aiment pas? Et justement, comment on fait pour éviter en fait ça? Est-ce qu'il y a des conseils ou des erreurs à éviter pour pas Bien que le sûr. CRM soit un échec? Alors effectivement, tu parlais des commerciaux et auprès des commerciaux, le CRM a beaucoup été vu comme un système de flicage qui permet pas de laisser libre cours au commercial, à sa créativité, à l'application du processus qu'il souhaite. Ça impose des règles, ça impose un processus commun, ça impose de remplir le CRM. Et ce qui fait que l'adoption du CRM est souvent pas forte ou faible, avec des vraies réticences à son adoption auprès des commerciaux. Et on va dire que l'IA aujourd'hui, pour traiter juste cet aspect-là, après j'irai de façon un peu plus globale, mais l'IA rend vraiment pas mal de services aujourd'hui aux commerciaux en permettant entre autres de ne plus avoir à remplir son CRM après chaque rendez-vous. Si on utilise un outil de captation vidéo, d'un entretien visio, Mmh. avec une transcription, avec un résumé, si on utilise un outil similaire sur ses appels téléphoniques, comme avec Aircall, qui est un autre de nos partenaires, etc., on va avoir une capacité à avoir un CRM qui se remplit automatiquement après chaque rendez-vous. C'est un peu plus compliqué pendant des rendez-vous physiques, mais on peut aussi le faire en utilisant des outils de sales enablement comme SalesApps, encore un autre partenaire, sur lequel on va dérouler le rendez-vous sur une tablette et la tablette va enregistrer une partie des échanges, le devis, etc. Donc on va réduire vraiment le côté Administratif, quoi. désagréable, pénible de remplir son CRM et on va avoir quelque chose qui se remplit naturellement et qui va devenir un vrai bénéfice aussi pour le commercial parce qu'il va y retrouver toutes ses notes, toutes les informations et sans avoir la contrainte de saisir lui-même la plupart des informations, même si derrière, pour avoir des informations structurées, il faudra encore compléter des fiches, des montants, etc. Mais ce sera vraiment un outil qui sera beaucoup plus à son service qu'il ne l'était jusqu'à présent grâce à l'IA. Donc on règle une partie de ce problème-là. Après, de façon plus générale, et pour aller au-delà du problème des commerciaux ou d'un métier en particulier, il y a un vrai enjeu dans la réussite d'un CRM, c'est de vraiment l'adapter aux besoins de l'entreprise, l'adapter au process de l'entreprise, prendre le temps de bien le paramétrer pour que ce soit un gain à la fois pour les clients et d'abord pour les clients. Et pour ça, il faut prendre en compte tous les bénéfices pour les clients et caler le CRM sur le parcours client et donc avoir une vraie compréhension de son parcours client, de ses différentes étapes, que ce soit tant sur le préachat, l'achat, l'usage ou même le renouvellement, et vraiment réfléchir à comment le CRM, à travers l'unification des données, ses automatismes, les différents services qu'il propose aussi aux clients, va
mieux satisfaire le client, réduire beaucoup d'irritants, augmenter l'enchantement, lui faire gagner du temps. Et ça, c'est des choses qui sont concrètes pour le client. Et si on cale bien le CRM au parcours client, on va gagner du temps et on va augmenter la satisfaction client. On va aussi avoir des vrais bénéfices opérationnels parce qu'on parlait de faire gagner du temps aux clients, mais on peut aussi en gagner à En interne. l'intérieur de l'entreprise, être plus productif. Tu connais bien les sujets de mise en place des chatbots. On est intervenu Ouais. à une conférence en commun là-dessus. Et ces chatbots, avec de l'IA, peuvent remplacer un certain nombre d'agents humains et traiter un certain nombre de demandes et de réclamations à la place de ces agents humains. Donc, ça va faire gagner du temps. Il y a l'exemple des chatbots, mais il y a aussi tous les automatismes qui existaient avant les chatbots et qui font gagner du temps. Évite aussi des oublis, des erreurs. Très souvent, on peut oublier de relancer un client, on peut oublier de relancer un prospect. Les automatismes permettent de déclencher des triggers qui permettent de relancer, donc de closer plus d'opportunités, de moins en oublier. Donc on va avoir des vrais bénéfices opérationnels en termes de temps, d'efficacité, même de meilleure connaissance client. Et puis, j'y arrive justement avec cette notion de connaissance client, des vrais bénéfices décisionnels, parce qu'à travers le CRM et toute l'information qui va être collectée dans le CRM, avec toutes les interactions, tous les points de contact, etc., on va être capable de beaucoup mieux comprendre ses clients, faire des segments pour identifier ceux qui risquent de churner, à savoir ceux qui risquent de partir, ceux qui sont susceptibles de renouveler, d'upgrader, on parle d'upsell, et donc d'acheter peut-être des offres plus chères, de downseller peut-être pour rester client, aller vers des offres moins chères, ou de cross-seller qui pourraient être intéressés par d'autres produits ou d'autres produits annexes. Donc cette connaissance client qui permet la segmentation et qui donne aussi aux équipes décisionnelles une vraie vision et donc des outils actionnables va être extrêmement riche et va garantir une forme de succès sur ces trois pans-là, bénéfices clients, bénéfices opérationnels et bénéfices décisionnels. Bah, alors ça a l'air très beau là sur le papier. Comment ça se fait que ça marche pas? Quelles sont les erreurs que font les entreprises quand elles mettent en place un CRM et qui se disent oh là là, c'était, on n'aurait pas dû bien s'y prendre, on a mal fait les choses. Parce que je pense que toi, tu arrives dans des entreprises où il y avait un ancien CRM que vous avez remplacé, ou des gens qui ont essayé, qui se sont plantés. Comment on fait que justement pour que ça se passe bien et qu'il n'y ait pas quelles ont été les erreurs qui ont été commises initialement, quoi? On n'a pas toujours des migrations. On arrive assez souvent encore sur des primo-équipements en CRM. D'accord? Il y a encore beaucoup d'entreprises qui n'en ont pas ou qui sont sur des outils plus tableurs, etc. et pas Oui. vraiment de CRM. Mais on est aussi sur des sujets de migration avec des CRM qui satisfont plus, qui sont anciens, qui ont une forte dette technique avec beaucoup de personnalisation et que les équipes préfèrent changer. Les causes des échecs, elles sont nombreuses. J'en parlais un peu. C'est souvent parce qu'il n'y a pas une vraie réflexion faite sur le parcours client. Et Oui. donc, un CRM qui ne va pas vraiment coller au parcours client. Donc, qui va induire comme ça de la friction avec des informations à remplir qui ne sont pas pertinentes, des automatismes qui fonctionnent à vide parce qu'ils n'ont pas été testés et ne répondent pas vraiment à un besoin. Et donc, au fur et à mesure de ce mauvais fit, on a quelque chose qui s'écarte du parcours client et qui finalement rend pas service aux clients et rend pas service aux équipes. Donc ça, c'est souvent quelque chose qui se passe. Entre autres aussi parce qu'on considère que le projet CRM s'arrête le jour où l'équipe d'intégrateurs part. Il y a un premier paramétrage, il vaut ce qu'il vaut, il est plus ou moins précis. De toute façon, il ne peut pas être parfait parce qu'il n'a pas été mis à l'épreuve des faits, qu'il a besoin d'être rodé, qu'on a besoin de voir s'il y a des choses qui marchent et qui ne marchent pas, et qu'on considère que ce paramétrage est l'ultime paramétrage et qu'on ne l'améliore pas. Et la force d'un outil comme HubSpot, c'est que il est facile à prendre en main, il est facile à faire évoluer dans son paramétrage. Donc, il est facile, même pour les équipes, sans faire appel à un intégrateur externe, de continuellement améliorer les automatismes, changer, rajouter des propriétés, enlever des propriétés inutiles, enfin faire en sorte qu'il s'adapte de mieux en mieux à la situation. Et puis le dernier facteur d'échec, qui aurait pu être le premier, c'est un manque du support du management. Si la direction et puis derrière la direction commerciale et à chaque niveau n'assure pas le fait Ah oui.
faut vraiment utiliser le CRM, que c'est important avec des processus de renfort du CRM pour vérifier qu'il est bien rempli, pour vérifier que les gens ont bien compris à quoi il sert, pour l'inscrire vraiment dans les processus de l'entreprise. Ben, les gens ne l'utilisent pas parce Ah que ouais, c'est sûr. comme tout, il faut du management, il faut répéter. Ah Il ouais, faut et que puis ça s'ils monte voient pas pour que ça l'intérêt, si marche. tu vois pas l'intérêt opérationnel pour toi, c'est vrai que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a des réunions avec les commerciaux de manière régulière où ils nous font un feedback, tiens, il y a telle chose à améliorer. Toi, avec le directeur commercial, on a un point avec Chantal, qui est nos responsables, comme moi qui m'occupe du CRM et la gestion des leads, etc. Et notre directeur commercial. Et en fait, à trois, on a un point comme ça de 2 heures et on dépile les sujets, on essaye de faire des choses en réunion. Parce que HubSpot, comme nous, on utilise d'autres outils, mais HubSpot, ce qui est bien, c'est que tu peux très facilement, comme ça, faire évoluer le paramétrage. Tu n'as pas besoin, en fait, de se dire, attends, on fait appel à un développeur, machin. Et ça, je trouve que c'est bien. Et ce point d'alignement, on parle souvent d'alignement en marketing-vente, ce point où on travaille ensemble sur les campagnes, qu'est-ce qui a marché, comment faire évoluer, je trouve que c'est très fort. Et comme tu l'as dit, le projet CRM ne s'arrête pas à ce moment-là. Et moi, je recommande toujours, quand on fait un CRM, de dire, tiens, tu as 10% de ton budget que tu dois garder pour faire évoluer le projet dans les quelques semaines, quelques mois. Et ce 10%, c'est ce qui fait la différence entre un Ouais, CRM. totalement. Et j'irai au-delà. C'est les quelques semaines, quelques mois, mais les 6 mois plus tard, bah, tu auras envie de faire d'autres automatismes, tu auras pensé à d'autres choses, mettre en place de Oui. nouveaux pipelines parce que tes offres évoluent, rajouter des intégrations, rajouter des outils. Donc au fil du temps, tu vas mettre de plus en plus d'informations. Tu vas imaginer des façons de segmenter, de traiter l'information de plus en plus riches. Et c'est parce que tu continues à investir du temps que ton retour sur investissement va être d'autant plus fort. Parce Mhm. que de plus en plus, le CRM va coller à tes process, va coller au parcours client, va avoir des vraies actions positives sur le parcours client, pour les équipes et pour la direction avec le fait de remonter des reporting, des tableaux de bord de plus en plus riches, de plus en plus complets, avec à chaque fois les bons comparables. Et il y a des choses qu'on ne peut pas faire la première année, typiquement. On n'a pas de données pour comparer. Mhm. Donc, on va enrichir la deuxième année quand on a un exercice complet derrière soi et être capable de comparer et donc d'avoir des meilleures métriques, une meilleure connaissance et une meilleure expérience. Ouais, ben, moi, ce que je recommande, c'est ce qu'on fait nous avec nos propres clients dans le domaine du centre de contact. C'est une fois par an, essayer d'avoir ce que j'appelle un rendez-vous stratégique. Le rendez-vous stratégique, c'est pas que avec les opérationnels, c'est également la direction, qui est la direction marketing, direction expérience client, pour toi dans la direction commerciale. Et en fait, là, les personnes te présentent leurs enjeux en disant, tiens, voilà, mes enjeux, c'est tel truc, telle chose. Et là, il y a l'éditeur qui dit, bah, OK, j'ai compris, voilà, moi, ce que j'ai en nouveauté, voilà ce que vous avez. Et on essaye de trouver comme ça des trucs qui matchent. Et c'est vrai que cette réunion direction stratégique est assez intéressante parce qu'elle permet de sortir du quotidien et de montrer des choses auxquelles on ne pense pas des deux côtés. En fait, ça, je trouve que c'est quelque chose qui fonctionne bien. Ouais, bah ça, c'est des choses qu'on fait une fois par an à ce niveau de direction, mais on a aussi, nous, des accompagnements des offres de type RevOps, Mhm. où on est présent aux côtés du client toutes les semaines. Donc, ça peut être CRM Manager, Marketing Ops ou Sales Ops, pour s'assurer de la qualité des données, de leur intégrité, de les mettre à jour, imaginer des nouveaux pipelines, des nouveaux workflows, aider les clients à mettre en place des nouvelles campagnes, à traiter leurs emails, à créer des nouveaux articles de blog, ça c'est pour tout l'aspect marketing, à gérer les réseaux sociaux. Et du côté sales, à remplir les backlogs, donc Oui. à aller enrichir les données, chercher des nouveaux contacts à prospecter, vérifier que chaque commercial a fait le nombre d'appels nécessaires ou envoyé le nombre de séquences Ah, nécessaires, ça, aider les c'est commerciaux à les faire les appels, bonnes ouais. séquences. Ouais. Donc tout le travail un peu de fourmi et de fond qu'il faut faire malgré tout aussi autour d'un CRM pour qu'il soit bien utilisé. Malgré tout, il y a encore des problèmes de qualité de données, donc s'assurer que tout le monde les complète, qu'elles soient homogènes. Enfin, tout ça, ça demande aussi un peu de temps et c'est des services qu'on propose et qui assurent encore une fois le succès du CRM. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, un des points forts, moi, je trouve, d'HubSpot par rapport à tous les concurrents du marché, moi, ce que j'aime vraiment beaucoup sur ce produit, c'est l'unicité de la base de données, puisque tu as le service client, tu as le marketing et tu as les commerciaux
tout ça en même temps. Alors, c'est clair que c'est pas le meilleur du service client. Au marketing, vraiment, HubSpot, c'est sans doute l'un des meilleurs. Au commercial, c'est aussi parmi les meilleurs. Mais c'est vrai que c'est pas mettre tout ça en même temps, je trouve que ça fait vraiment un gain de temps. Parce que c'est vrai qu'on en discutait, hein. Là, tu pas de web service à faire. Quand tu dis, tiens, je veux savoir où en est mon ticket, c'est le même logiciel, c'est le même CRM entre le commercial, le marketing sur le site internet, quoi. Ouais, c'est intéressant de noter ça, Frédéric, c'est que c'est effectivement un seul produit. Mmh. Il y a plusieurs types de licences, donc il y a des sièges marketing, des sièges service client, des sièges commerciaux qui permettent d'accéder aux produits avec des fonctionnalités différentes. Mais au final, c'est un seul produit, donc c'est une seule base de données Mmh mh. avec une seule fiche contact par client. Et c'est pas comme chez un éditeur que tout le monde connaît, Salesforce, concurrent, qui a procédé essentiellement par des Par rachat. acquisitions, une base de données pour la partie marketing qui peut être qui s'appelait Pardot, mais qui peut être Marketing Cloud où il y a 2 ou 3 solutions Ouais, différentes alors qui cette vont être solution-là, elle est quand branchées même au énorme, CRM hein. Sales. Et C'est pas donc, on adapté va pour les avoir PME. plein de choses branchées entre elles. Donc, il y a même des bases de données qui se rajoutent pour apporter une vision Mmh. consolidée du data lake où on consolide les données alors qu'on est dans la même suite. Et au final, on rajoute des couches et des couches et de la complexité. Alors que dans HubSpot, ce qui est vraiment assez magique, c'est que on a un RCU intégré à HubSpot. RCU, c'est la réconciliation client unique. Ouais. Donc, c'est cette idée d'avoir une seule base de données. On n'a pas besoin de reconcilier et de reconsolider parce que c'est structurellement le même client qu'on identifie avec tous ses points de contact marketing quand il va sur un site web ou quand il clique sur un email, etc. Tout ça, c'est consolidé. Quand il clique sur une pub sur AdWords, ce genre de choses, c'est consolidé. Puis derrière, c'est le même client qu'on sait suivre au niveau du commerce. Et donc, on a vraiment cet alignement marketing-vente où le commerce récupère les informations de tout ce qui s'est passé au marketing avant, les scores, etc. Puis, c'est toujours le même contact qui va au service client une fois qu'il est client. On sait que c'est lui qui réclame. On sait comment il est arrivé. Pourquoi peut-être on peut identifier après que les clients qui réclament le plus viennent de tel canal d'acquisition plutôt que d'autres. Et on peut avoir vraiment ce suivi de la donnée qui permet de faire des segments beaucoup plus riches que quand la donnée n'est pas consolidée et dispersée dans plusieurs bases de données. Ouais, c'est très vrai. Bah, justement, là, on arrive sur un point qui est important. Quelles sont tes petites fonctions, tes petits trucs et astuces qui permettent d'aller vraiment, tirer la quintessence, d'un CRM comme HubSpot et qui permettent de faire soit la différence en termes de conversion, soit un effet waouh chez le client ou justement en interne, vous dire: «Waouh, c'est génial ce truc-là» en tant qu'utilisateur? C'est qu'on va avoir énormément de triggers pour lancer des automations. Là, je parlais d'un côté marketing, c'est que on peut identifier quelqu'un qui se balade sur le site, s'il a déjà reçu un email ou s'il a déjà été en contact, etc., d'une campagne. Et vu qu'on l'a dans la base de données, voir qu'il arrive à une page intéressante et lui envoyer un contenu supplémentaire lié à son trafic, lié à son passage, indépendamment du fait qu'il ait rempli un formulaire à ce moment précis. Euh, cette même visite sur une page du trafic du site peut servir de trigger au commercial aussi et dire au commercial machin avec qui tu es en contact, à qui tu as envoyé une offre et à qui n'a pas ouvert ton mail est venu sur le site. C'est peut-être le moment de le contacter, de le relancer. Donc on va avoir comme ça pléthore d'informations qui vont pouvoir, si c'est pertinent, Mmh. selon le parcours d'achat et le cycle de vente, comme je le disais tout à l'heure, constituer des triggers qui vont créer des actions, déclencher des actions. De la même façon, on peut mettre en place différents pipelines. Alors ça, c'est pas propre à HubSpot, mais c'est toujours intéressant de réfléchir au pipeline en fonction du cycle de vente des clients Mmh. selon la nature de projet. Ça peut être des projets qui sont dans le cadre d'appel d'offres, des projets qui sont dans le cadre plus de vente de gré à gré ou de renouvellement. À chaque fois, on va avoir des cycles de vente différents. Trop souvent, les entreprises ont un seul pipeline. Oui. Alors, dans ce que je viens de dire, il y en a a priori 3. Un appel d'offres prend plus de temps qu'une vente en gré à gré et qui prend plus de temps qu'un renouvellement. Si on veut être capable de mesurer et avoir des chiffres intéressants
sur la vélocité des deals selon la nature des choses, et ben, il faut faire plusieurs pipelines. Et nécessairement, on va avoir aussi d'autres étapes, d'autres points de consolidation, des automatismes différents selon les pipelines et la procédure. Renouvellement, c'est le pipeline très court qui va aller très vite, qui va avoir peu d'étapes, où on ne va pas nécessairement se mettre énormément d'alertes parce que on connaît le client, on est en confiance, on ne va pas le relancer quand il se balade sur le site. Alors que si on est en gré à gré, typiquement, la relance que j'évoquais parce qu'il vient sur le site, etc., est pertinente. Ça va être moins pertinent dans le cadre d'un appel d'offres parce que justement, les dates de réponse, de remise, etc., vont être beaucoup plus structurées. Donc, bien penser aussi, là je parlais au début d'astuces commerciales, trop souvent au commerce, on a un seul pipeline ou on a peu de pipeline, pas assez différenciés, qui ne prennent pas en compte les bonnes différences et les bonnes étapes aussi pour apporter de la valeur riche et intéressante. Ça, c'est un... alors, ce qui est propre à HubSpot, c'est que c'est très facile de configurer un nouveau pipeline, c'est très facile de rajouter des propriétés dans les pipelines, de forcer le fait de remplir une propriété quand on change d'étape. Avec l'opportunité perdue, par exemple, nous, je sais qu'on utilise beaucoup ça pour savoir mais pourquoi on l'a perdu, quelle a été la raison, le concurrent, et pour après, le marketing peut s'en servir, on fait des revues de pipe, ça, c'est vraiment très bien, quoi. Ouais, et de la même façon, on peut calculer des taux de remise moyens en mesurant le montant initial d'une proposition, en voyant à quel montant elle close. Donc, on peut faire énormément de choses avec l'outil Pipeline si on le structure bien avec le bon nombre de pipelines pertinents, différenciants, et qui permettra de vraiment améliorer les processus commerciaux. Et donc, le taux de conversion et le closing et le nombre de ventes. Ouais, c'est vrai qu'il y a aussi un truc qui est sympa dans HubSpot, on a évoqué très rapidement tout à l'heure, c'est le fait de pouvoir créer un bot, un chatbot en fait sur le site web. C'est vrai que ça, je trouve assez sympa parce que c'est assez visuel, assez graphique et en fait, il n'y a pas besoin d'avoir de vrais projets de chatbot puisque mettre en place un chatbot, c'est assez rapide. Toi, tu l'as mis en place chez quelques-uns de tes clients? On est en train de le faire de façon plus systématique. On l'a déjà fait pour la Dépêche du Midi, donc des gens dans la presse avec qui utilisent HubSpot sur l'ensemble du traitement du service client, etc., et qui ont des chatbots. Mais là, le fait que depuis pas longtemps, avec la nouvelle marque IA de HubSpot qui s'appelle Breeze, l'IA conversationnelle soit intégrée dans HubSpot pour les chatbots, mais aussi pour les séquences d'emails, ce genre de choses, on va pouvoir créer des chatbots encore plus rapidement. Parce qu'il n'y a pas besoin de créer des scénarios avec des arbres de décision, on va pouvoir le faire beaucoup plus facilement à partir de bases de connaissances, et que le chatbot pourra remonter très vite à la fiche contact, comprendre les informations de la fiche contact, de quelle offre il est client parce qu'il a accès au devis et à la base de connaissances, à être capable de fait, en fonction des offres du client, de ce qu'il a acheté, répondre à ces questions en allant chercher la bonne réponse dans la base de connaissances. Et donc là, on voit les bénéfices vraiment de cette unicité de la donnée dans une seule base, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller brancher d'un côté la base de connaissances, de l'autre côté le service client et d'un troisième côté les factures, les achats, etc. Le fait d'avoir toute l'information déjà au même endroit rend très facile le déploiement d'un chatbot parce qu'on lui dit voici le client, voici de quoi il est client et quels sont l'historique des échanges. Ça, c'est d'un côté, et voici la base de connaissances et ce que tu dois savoir sur notre service de l'autre. Toi, pour répondre et traiter en tout cas le premier niveau de réclamation. Ouais, et c'est vrai qu'il y a aussi 2 fonctions qui ressortent assez souvent, je trouve, dans HubSpot. Alors c'est la partie, scoring qui est assez sympa et la partie, comme tu l'as dit, création d'annonces, enfin de publicité, en targeting, sur sur le site web. Parce que c'est vrai que l'avantage aussi d'HubSpot, c'est que le site web et le CMS est propriétaire. C'est pas un site qui est encore à part avec WordPress et cetera. Je trouve que ça est-ce que toi, tu as un petit peu un retour là-dessus, sur cette partie, scoring ou targeting des ads? Ouais, bien sûr. Alors, comme tu dis, il y a une fonctionnalité CMS au sein d'HubSpot qui est assez historique, qui est très ancienne,
qui a été rafraîchi complètement avec de l'IA et de fait, ça s'appelait avant le CMS Hub, c'est devenu le Content Hub, donc avec une vision content qui permet de rédiger les articles de blog, de rédiger les pages, de remixer une page en post sur les réseaux sociaux, etc. Et donc ça apporte une vraie richesse dans l'animation de stratégie de contenu. C'est pas, tu le disais pour le service, que c'était pas nécessairement la meilleure plateforme de service, c'est pas non plus nécessairement le meilleur CMS. Donc selon les cas de figure, on peut aussi naturellement le brancher à WordPress ou à d'autres CMS. Dans tous les cas, on va avoir cette capacité de connecter le CMS au CRM pour pouvoir personnaliser les pages, les messages en fonction des segments et des scores. Ce que je dois dire, c'est que jusque-là, les scores étaient quand même à la fois, il y avait la possibilité de créer plein de scores, mais à la fois, c'était assez compliqué de faire des scores qui soient pertinents parce qu'on additionne des choux et des carottes et qu'on devait faire les modèles un peu à la main et se dire qu'un livre blanc valait tant que... Oui, un livre blanc 7, un livre, un webinaire 3, et puis à 50, voilà, donc ça passe. Moi, je n'ai jamais été complètement convaincu par les outils de scoring aussi perfectionnés qu'ils soient. Ça a toujours été un peu pour moi un pis-aller quand on a trop de demandes et qu'il faut, ou pas assez de demandes et qu'il faut aller un peu trier entre le bon grain et livrer. Ah ben je te rassure, nous c'est ça, quand les commerciaux ont trop de leads, ils nous disent non mais diminue le score quand on est moins de leads, et au contraire, quand il n'y a pas trop, ils disent non mais voilà, augmente un petit peu le truc, et puis des fois en fait tout simplement tu reçois une demande de doc, et en fait le gars il est pile dans ta cible, même s'il a téléchargé un pauvre livre blanc qui a pas de valeur, bah, s'il est pile dans ta cible, il faut que tu l'appelles quoi. Voilà, donc j'ai jamais été. Alors, c'est utile, ça permet justement de filtrer, selon qu'on a beaucoup ou pas assez de leads, de faire des tris. J'espère que l'IA prédictive qui est en train de se déployer, on commence à voir au sein d'HubSpot d'ailleurs des scores calculés automatiquement par les IA prédictives, etc. Que ces scores-là seront quand même plus pertinents que tous ceux qu'on a pu imaginer plus ou moins manuellement et être un peu plus expressif que les autres l'ont été parce que c'est à la fois utile parce que ça trie et qu'il faut bien trier quand il y en a trop ou pas assez. En revanche, c'était pas le truc le plus performant dans sa précision. Ah ouais, je suis d'accord avec toi. Bah, moi, je préfère qu'on se dise, tiens, c'est pour ça que nous, on a les deux systèmes. Il y a ce système de scoring en automatique qui descend. Et en plus, moi, je dis toujours qu'il faut aller au moins tous les 2-3 jours dans le CRM, regarder quels sont les leads intéressants. Et parfois, tu as des surprises. Tu dis, tiens, qui c'est ce gars-là? Et tu vas le contacter sur LinkedIn. Tiens, vous avez téléchargé tel livre blanc, etc. Parce que même si c'est en avant du choix, c'est intéressant de prendre la prise de contact parce que les gars, après, quand ils seront en phase d'achat, si on n'est pas dans les premiers, on est foutu, quoi. Ok. Ouais, tout à fait. Il faut pas toujours laisser la boîte noire fonctionner. C'est bien de garder un œil, garder du contrôle. Et c'est important aussi de garder ce contrôle-là quand l'IA fera plus de choses pour pas avoir des mauvaises surprises. Bon, bah, tout à fait. Alors justement, c'est un bon mot. Comment on fait pour justement mettre en place un CRM? Comment on fait pour te contacter? Donc je pense que c'est pas une IA qui répond sur ton site systématiquement. Justement, si on veut avoir des informations sur HubSpot, avoir une présentation, savoir comment mieux l'utiliser ou savoir s'il faut remplacer son CRM actuel ou mettre en place un premier CRM, on va sur quel site internet et comment on fait pour te contacter? On va sur 1minute30.com et 1min30.com où vous trouverez bien sûr un formulaire de contact aujourd'hui, peut-être demain un chatbot. On ne l'a pas encore mis en place, mais on y pense. Vous pouvez aussi contacter Solena, qui est notre responsable commercial, qui répondra à vos appels au 06 14 16 21 73. Vous pouvez me contacter moi par mail aussi, GDS, comme générateur de succès, @1minute30.com. Oh, merci Gabriel, et puis à très bientôt. Au revoir. Merci Frédéric, à bientôt.